Bienvenue sur le podcast, mais carrément, podcast de la Jeune Chambre économique française. Je suis Alexandre et pour cette nouvelle saison 2024, nous allons continuer de mettre en lumière des personnalités remarquables sur la thématique de la jeunesse engagée. Chaque mois, ces personnalités partageront leur parcours incroyable, leurs plus belles réalisations ou leurs conseils pour une jeunesse française plus engagée que jamais. Une nouveauté pour cette saison, sauf exception, chaque intervention sera croisée avec un témoignage d'une personnalité de la Jeune Chambre économique française. C'est parti pour notre premier épisode de la saison. Cette année, la France a l'honneur d'accueillir un événement sportif majeur. Les Jeux Olympiques se tiendront du 26 juillet au 11 août et les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024. Et qui dit événement sportif, dit engagement sportif. Évoluer à un haut niveau dans un sport demande un engagement intensif, guidé par de la détermination et du dépassement de soi. Pour ce premier épisode de la saison, nous recevons un invité de choix et de circonstance, puisqu'il représente cet engagement dans sa discipline, le cyclisme. François Pervy, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors François, vous êtes un des rares sportifs français à être médaillé aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Pouvez-vous nous présenter votre parcours et revenir sur ce qui a permis cette belle opportunité ? Alors moi effectivement, je m'appelle François Pervy, j'ai 39 ans. Pendant 20 ans, j'ai fait partie de l'équipe de France de cyclisme sur piste dans la discipline du sprint. Donc j'étais un pur sprinter sur piste. Pendant mes 20 ans, j'ai été 7 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe, 19 fois champion de France. J'ai battu 2 records du monde, 200 mètres lancés et 1 km départ arrêté. Et je suis aussi, pour l'instant, le seul Français de toute l'histoire du sport à être à la fois médaillé olympique et paralympique. Paralympique, simplement parce que j'ai accompagné un malvoyant sur un tandem, j'étais son pilote sur le tandem. Mmh. Et donc, voilà, je continue un peu mes exploits, on va dire ça comme ça, parce que j'ai pris ma retraite internationale sprint. Et depuis 2 ans, je tentais de battre le record du monde de vitesse maximale en vélo couché caréné. Okay. Donc ça ressemble un petit peu à une fusée, vraiment très proche du sol. Le record du monde, c'est 144 km/h. Et dans le désert du Nevada, j'ai fait 140 km/h. Et maintenant, là, mon prochain projet, c'est de participer à la prochaine America's Cup, Coupe de l'America. Okay. Donc, course bateau à voile où je fais des sprints sur un vélo qui se trouve dans la coque à bateau pour créer de l'énergie et activer les foils et les voiles. Waouh. Que dire. Bravo déjà pour toute cette belle carrière sportive. Merci. Qui est très riche. Et justement, j'imagine qu'il y a eu des belles réussites. Quel est le moment phare de cette carrière sportive, celui dont vous retenez plus particulièrement, qui vous a touché, qui vous a marqué ? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent et c'est très difficile d'y répondre parce que j'ai vraiment eu des moments très très forts dans ma carrière, notamment mon premier titre de champion du monde. Je me suis entraîné et je l'ai eu un peu sur le tard à mes 28 ans. Pendant 12 ans, j'ai cravaché pour y arriver. Je l'ai eu après 6 places sur le podium au championnat du monde, 6 places d'affilée sur le podium sans jamais être champion du monde. Donc on commençait à m'appeler le poulie d'or de la piste parce que à toujours faire deuxième. Et à 28 ans, sachant que moi mes aînés ont tous arrêté à 30 ans. Donc 28 ans, ça ressemble à une fin de carrière. Et puis finalement, j'ai explosé sur le tard. Et mon premier titre de champion du monde, c'est sûr. Et puis dans la foulée, la même année, j'ai battu mes 2 records du monde en 24 heures. Donc c'est quelque chose de très marquant. Et 3 mois après, en 2014, j'ai fait un triplé historique. C'est-à-dire que je suis le seul Français ou le seul athlète de toute l'histoire de mon sport à avoir gagné toutes les épreuves individuelles sur un même championnat du monde. Donc plus mes médailles aux Jeux Olympiques et Paralympiques, j'en ai pas un précis, c'est pas possible. Ils sont tout ce que je viens de dire là, c'est tellement précieux à mes yeux que je peux pas en choisir un seul. Oui. Merci beaucoup pour cette réponse. On sent la notion de détermination, d'être focalisé sur un objectif, et ça va aussi avec la notion de motivation. François, comment fait-on pour garder la motivation qui nous anime vers notre objectif ? Alors c'est vrai qu'on fait tous les jours la même chose, 340 jours dans l'année, qu'on a très peu de vacances et en fait c'est que des sacrifices. C'est dur de garder la motivation, de rester motivé, déterminé.
Mais quand j'ai un coup de mou, tout simplement, je pense à l'objectif et je pense à l'objectif de séance. C'est quoi mon objectif aujourd'hui? Je m'applique à le réaliser et comme ça, petit à petit, il y a un jour qui se passe, une semaine, un mois, un trimestre, un semestre, une année, et c'est comme ça qu'en mettant les petits plats dans les grands tous les jours, on arrive à faire du très très bon travail et rester sur un travail de très haute qualité. Après, c'est sûr, je suis pas une machine, donc j'ai des moments de faiblesse, mais tout simplement, je fais en sorte qu'ils durent pas très longtemps. Et puis voilà, faut savoir s'adapter aussi aux aléas de la vie, parce que je peux avoir des blessures, je peux tomber malade, je peux avoir des impératifs familiaux. Ouais. Donc faut savoir s'adapter. D'accord. Merci. Pour quand vous évoquez justement ces moments de faiblesse, parce que j'imagine qu'il y a eu donc de belles réussites et puis également quelquefois quelques moments de doute. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter ce sentiment? Vous parlez donc du coup de se focaliser sur l'objectif. Est-ce qu'il y avait autre chose également? Le plus important dans le sport de haut niveau, c'est avant tout, comme je l'ai dit, c'est du sport. Donc le sport, on est là pour prendre du plaisir. Et c'est vrai, quand on fait tous les jours, je me répète, mais en fait c'est clairement ça. Quand on fait toujours la même chose pendant une dizaine d'années, à la fin on devient un mouton, on sait même plus pourquoi on est là, on fait bêtement, on réfléchit pas. Et t'oublies la notion de prendre du plaisir au quotidien. Parce que ça devient un automatisme. Voilà, et puis tu deviens un robot. Moi, le terme mouton, c'est vraiment, je pense que ça image bien les choses. Et donc, des fois, c'est dur de se sortir de cet état d'esprit. Et vraiment en pensant à l'objectif de séance et à la réintégration du plaisir au quotidien, mais finalement, tu peux plus facilement rester motivé. Et quand tu as un moment de doute, t'essayes de positiver sur quelques moments de ta journée qui ont été positifs, même si le plus gros pourcentage de ta journée peut être négatif parce que tu vis un moment qui est difficile. Donc faut rester concentré sur l'objectif. Parfois, même souvent, être patient. Et puis surtout, moi, c'est ma phrase fétiche, ne jamais rien lâcher. Et on adore cette idée. Super. Justement, par rapport à la motivation toujours et à cette notion aussi d'investissement, d'être focalisé sur son objectif, quand on a un engagement intensif comme le tien, j'imagine qu'il y a aussi la notion de sacrifice. Est-ce que des fois, ça peut être lourd à porter, à vivre les sacrifices que tu fais pour ta carrière sportive? Oui, on va pas se le cacher. J'ai une vie de moine. Pour toute ma famille, mes amis, je suis un vrai courant d'air. Ils me voient jamais parce que je suis vraiment omnibulé par ma performance et ma performance passe tous les jours par ma récupération, optimisation de la récupération, parce que je m'entraîne 2 fois par jour, 6 jours sur 7, 340 jours dans l'année. Donc ça engendre beaucoup de fatigue. Et si je fais pas attention à mes récup et à aller chercher les gains marginaux au quotidien, je valide pas ma semaine et je valide pas mon bloc d'entraînement. Et après, je suis obligé de réduire parce que je suis trop fatigué trop tôt dans mon entraînement, dans mon plan d'entraînement. Donc c'est sûr, c'est des sacrifices. C'est faut faire attention à tout. Moi, l'hiver, je suis un petit peu, pour donner juste un petit exemple, je deviens un petit peu fou parce que il y a la grippe, il y a les coups de froid, il y a les gastro, donc je touche plus une barre, je fais tout avec les pieds ou avec le coude. C'est ce qui peut t'empêcher de t'entraîner, de garder ta routine sportive. Moi, mes championnats du monde ont longtemps été au mois de février. Donc, si j'ai une grippe qui me colle au lit pendant 15 jours, 2 mois avant, je suis en pleine prépa finale quasiment. C'est absolument, moi, mes championnats du monde, ils sont foutus 2 mois après. Donc, je change beaucoup d'éponges pour limiter les microbes. Aux réunions de famille à Noël, on se réunit tous, on est une 70 parce que j'ai beaucoup de cousins, j'ai beaucoup d'oncles et tantes. Ça fait 10 ans que j'y suis pas allé parce que là-bas tout le monde se refile la grippe et la gastro. Donc ma famille a du mal un petit peu à comprendre ça. Ils disent que c'est excessif, mais ils se rendent absolument pas compte des enjeux qu'il y a parce que moi ça fait des centaines d'heures que j'ai passé à me mettre la misère tous les jours. Je vais pas gâcher tout ça quelques semaines avant le championnat du monde juste pour aller dire bonjour à la famille que je peux aller voir le reste du temps de l'année, quoi. Donc voilà, c'est le genre de sacrifice qui peut être fait. Et puis évidemment le soir on rentre vite à la maison
pour récupérer. Le dimanche, c'est mon seul jour de repos de la journée, de la semaine. Donc, je passe allongé devant la télé parce que si je fais pas ça le lundi matin, j'ai une barre très très lourde en muscu qui m'attend et je pourrais pas la lever. Donc, je peux pas papillonner, je peux pas m'amuser à faire des extras en fait. Et on voit justement aussi que la notion de repos, de prendre aussi du temps pour soi, est important. Et cela, les adhérents de la Chambre économique française le connaissent aussi. Cet engagement intensif fort pour des valeurs, pour des croyances, pour une organisation. Et justement, en parlant d'adhérents à la Jeune Chambre économique française, on a un thème national qui est optimiser nos ressources pour le développement économique et développement durable. Et en préparant cette interview, j'ai pris connaissance d'un élément qui me fait dire que cette thématique n'était pas étrangère, puisque tu as lancé un projet de bambouserie. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce projet-là? Oui, ça c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce qu'en fait ça a démarré. Mon père était agriculteur, il faisait des vaches à viande. Il a pris sa retraite, il a tout vendu sauf les terres. Donc moi j'ai gardé les terres avec mon frère. Et au début, on cherchait un arbre qui pouvait pousser très très vite pour en faire le commerce assez rapidement. Parce que si on plante un chêne, on le plante, mais on le voit pas couper. Oui. On est décidé bien avant. Donc, en cherchant un arbre à maturité très rapide qu'on a trouvé. D'ailleurs, on va planter 10 hectares d'arbres, à peu près 6 000 arbres. Okay. Un arbre qu'on peut couper au bout de 10 ans. Il va faire 60 cm de diamètre, donc c'est quand même pas mal. Et ben, on est tombé en cherchant un arbre, voilà, comme ça, on est tombé sur une culture de bambou à côté de Rennes. Et c'était l'un des premiers Français à cultiver le bambou de façon industrielle pour à des projets écologiques. Donc on a été interloqué. Bon, le bambou, qu'est-ce que ça vient faire en France? Est-ce que le climat est adéquat? Donc on s'est rendu compte en allant le voir. Lui, son bambou avait 2 ans, il était magnifique. Ça pousse tout seul, il y a quasiment rien à faire à part couper les mauvaises herbes pour pas que ça rentre en concurrence avec les feuilles du bambou quand il est petit, parce qu'il faut qu'il y ait la photosynthèse qui se crée. Donc on coupe tout à la main parce qu'on veut pas utiliser de produits phytosanitaires pour avoir un champ vraiment dans l'état d'esprit, dans l'idée d'avoir quelque chose de très écologique. Donc on l'a vu, son bambou magnifique. On s'est dit, en plus, à côté de Rennes, le climat est comme un peu chez moi en Mayenne, même beaucoup, c'est le même. On habite à 60 km l'un de l'autre. Donc on s'est dit, on a été rassurés. Mon frère a fait une étude de marché sur quasiment 2 ans de son côté. Il a pas trop écouté ce qui se disait à droite à gauche pour qu'il puisse se faire sa propre idée. Et finalement, c'est quelque chose de rentable. Et c'est surtout que pour notre planète on va pas se cacher, qui va plutôt mal, 1 hectare de bambou, ça absorbe 5 fois plus de CO2 qu'un hectare de forêt. Et ça rejette 35% d'oxygène en plus. C'est un gros puits carbone parce que ça pousse tellement vite il mange beaucoup de carbone pour se développer. Donc ça c'est une très bonne chose. Et puis comme j'ai dit, pas de produits phytosanitaires. Donc c'est à des fins, c'est pour faire du mobilier, des jouets, surtout remplacer le plastique qui pollue nos océans. Là, on fait des choses réutilisables en bambou, comme tout ce qui est pique-nique, des objets, des brosses à dents, des cotons-tiges, ustensiles de cuisine, des objets de décoration, des palissades, du parquet, des terrasses, de la biomasse, du textile. Alors ça, c'est tout ce que je viens de dire, c'est avec le bois, donc la chaume, la grande tige là, qui va pousser à 20 mètres de haut, et avec les pousses de bambou, qui, quand elles vont sortir de terre, quand on les coupera à 30 cm, et ça peut aller sur le marché de l'alimentation, sur le marché de la cosmétique et de la pharmaceutique. Donc en fait, on peut guérir et entretenir une belle peau avec une belle crème sans produits chimiques dedans, et nourrir les gens grâce aux pousses de bambou. Donc ça a énormément de débouchés, et s'il y a un débouché qui fonctionne pas, on va s'orienter vers notre débouché, et c'est surtout tout bien fait que ça peut faire derrière. Génial. Bravo en tout cas pour cette initiative qui fait du bien à la planète. Comme tu le disais, notre planète va mal. Donc bravo pour cela. Et qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qui t'a poussé justement à te tourner vers un projet développement durable de ce type-là? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on va s'engager? Moi, en tant que fils d'agriculteur, j'ai grandi dans la bouse de vache, clairement. J'ai grandi les pieds, les mains pleines de terre.
Donc, et puis j'ai vécu 20 ans à Paris. Donc, j'ai vu la différence. On voit le climat qui change, qui est totalement déréglé. Donc, ça m'a fait mal au cœur. C'est pour ça que je me suis engagé à ma hauteur, avec mes propres moyens, mes petits moyens, à faire quelque chose, un petit coup de pouce pour notre planète. Et voilà, faut simplement, ce que je pourrais dire, c'est simplement faire des petits gestes du quotidien, éteindre peut-être un peu plus, faire attention aux lumières, pas laisser allumer, bien fermer la porte derrière soi parce qu'il y a le chauffage, essayer de faire du vélo taf, donc aller au vélo, aller au travail en vélo dès qu'il fait beau. Puis vous verrez, ça va vous mettre en forme et puis vous respirez le bon air frais au lieu de l'air climatisé de la voiture. On vous fait confiance sur ce point. Voilà. C'est un domaine qui veut. Et puis il y a plein de petits gestes, bien trier ses poubelles. On sait qu'aujourd'hui on a la viande. La viande, c'est très énergivore d'eau, donc peut-être limiter un tout petit peu sa consommation de viande. Prendre par exemple des toilettes pour se laver le popotin, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un rouleau de papier toilette, c'est 178 litres d'eau, un seul rouleau. Donc maintenant, il y a des toilettes typées japonaises là, qui coûtent pas très cher, et honnêtement, déjà vous êtes beaucoup mieux, vous êtes lavé, c'est quand même mieux que d'être essuyé, et puis en plus de ça, ça fera du bien à la planète. Merci beaucoup François pour tous ces beaux exemples de gestes que chacun peut faire chez soi pour le bien de la planète. En tout cas, merci encore pour cet échange inspirant et d'illustrer brillamment l'engagement sportif et l'engagement responsable. Et si nos auditeurs souhaitent réagir à ce podcast, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, on peut me suivre et me contacter sur ma page Instagram et Facebook, François Pervy. Si c'est très sérieux, j'y réponds le maximum possible. Si ça l'est moins. Si ça l'est moins, je me permets un peu de pas répondre parce que je suis très 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 sollicité. Donc faudra pas m'en vouloir si je réponds pas. Merci beaucoup encore François. Avec grand plaisir. Je te souhaite une bonne continuation dans ta carrière. Merci. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast, mais carrément le podcast de la Jeune Chambre économique française. Il vous a plu? Il vous a inspiré? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à le partager ou à nous faire des suggestions à communication@jcef.asso.fr. Pour en savoir plus sur la Jeune Chambre économique française, rendez-vous sur notre site internet jcef.asso.fr ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X, LinkedIn et même sur YouTube. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Mais carrément de la Jeune Chambre économique française.